Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, vous pouvez me soutenir en vous abonnant et activant la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Yacine. Je n'avais que 22 ans à l'époque. Formé dans une école coranique, assez longtemps pour qu'on me considère comme sérieux dans ce domaine. À côté de ça, je gagnais ma vie comme menuisier. Rien d'extraordinaire. Je travaillais discrètement dans un petit atelier de mon quartier. Je faisais ma vie sans trop attirer l'attention. Un jour, une connaissance pieuse me parla d'un village. Un endroit reculé, difficile d'accès, situé à plusieurs heures de route. L'imam, qui y officiait, n'était plus là. Il avait disparu depuis quelque temps, sans qu'on sache exactement pourquoi. Certains disaient qu'il était parti précipitamment, d'autres qu'il n'avait plus donné de nouvelles du jour au lendemain. Ce frère me demanda si je pouvais le remplacer, au moins provisoirement. Avant de donner ma réponse, je me renseignai du mieux que je pus, puis je fis les démarches nécessaires auprès des autorités religieuses. C'était la première fois qu'on me confiait une telle responsabilité, et que je devais me retrouver seul, loin de mes proches, dans un endroit qui m'était inconnu. Une angoisse sourde me gagnait. Est-ce que j'allais être à la hauteur? Les questions se bousculaient dans mon esprit. Avec les encouragements de ma famille, je me préparais du mieux que je pouvais. Puis, je pris la route. Je montais dans un bus. La route poussiéreuse serpentait à travers les champs d'oliviers à perte de vue. Le relief était formé de collines. Le bus montait et descendait au fur et à mesure qu'il avançait. Peu à peu, le paysage commença à changer en prenant de l'altitude. La région devenait de plus en plus montagneuse, laissant la place à des forêts de cèdres et de chênes. Comme prévu, le bus me déposa à l'endroit le plus proche du village. Il n'allait pas plus loin. Je descendis avec mon sac à l'épaule. Je regardais autour de moi, mais il n'y avait rien. Juste la route et un silence pesant. Il fallait continuer à pied. Le bitume, craquelé par endroits, était en très mauvais état, presque impraticable. 3 bons kilomètres me séparaient encore de mon point d'arrivée. Ce n'était pas insupportable, mais après ces quelques heures de route, je sentais la fatigue dans mes jambes. Le ciel était couvert, l'air sec. Aucun véhicule ne semblait passer par là. Je me mis donc en marche, seul sur cette route oubliée, en murmurant simplement « Bismillah, au nom de Dieu ». Au bout d'un long moment, j'arrivai enfin sur la place du village. L'endroit semblait figé dans le temps. Il devait y avoir une 50aine de foyers, pas plus, éparpillés autour d'une place poussiéreuse. Une fontaine en pierre trônait au centre, mais l'eau n'en coulait plus. Un homme s'approcha tranquillement. On se salua d'un geste. Je n'avais même pas eu le temps de me présenter, qu'il me dit avec un léger sourire. « Bienvenue au village, imam. » Il se présenta. C'était le responsable du village. À côté de lui, il y avait son fils Ali, qui avait à peu près le même âge que moi. Pendant qu'on se dirigeait vers le café, moi et Ali, on avait vite sympathisé. Le courant passait bien. Quand on arriva, oncle Hamid, le père d'Ali, me présenta aux villageois qui étaient là. On m'offrit un verre de thé. Et les gens commencèrent à me poser des questions. D'où je venais, ce que j'avais étudié, ce que je comptais faire ici. La discussion devint de plus en plus naturelle, détendue. J'avais appris que le village était sans imam depuis longtemps. Les derniers venus ne restaient jamais plus de 3 mois. Ils finissaient toujours par quitter le village. Quand je leur demandais pourquoi ils ne restaient pas, personne ne me répondit vraiment. Je me disais qu'ils devaient trouver la vie ici trop monotone. Et puis, ce sujet se perdit dans le fil de la conversation. Moi et Ali, on avait pris le chemin ensemble pour qu'il me montre où j'allais loger. On marchait lentement en silence au début, puis on reprit notre discussion en montant la pente. Le logement se trouvait tout en haut du village, presque à la frontière entre les dernières habitations et la forêt dense qui s'étendait derrière. Juste en face, il y avait la mosquée. C'était comme si les 2 bâtiments, la maison et la mosquée, avaient été construits à part du reste, un peu à l'écart, comme 2 veilleurs tournés vers les bois. Tout le reste du village se trouvait plus bas, en contrebas, presque invisible depuis là-haut. C'était la seule maison à un étage dans tout le village. Une bâtisse simple, mais solide, aux murs un peu défraîchis par le temps. Ali me fit faire le tour tranquillement, en me montrant les pièces, la vue sur la forêt. Puis il me lança d'un ton presque léger, de faire attention aux animaux sauvages qui pouvaient rôder dans les environs.
Je lui demandai un peu surpris de quels animaux il parle exactement. Mais il resta évasif. Il me dit simplement qu'en forêt, il pouvait y avoir de tout. Des bêtes qu'on ne voit pas forcément le jour, mais qui sortent la nuit. Des animaux nocturnes, selon lui, qui s'approcheraient parfois un peu trop des maisons isolées. Surtout celles comme la mienne, qui étaient plantées juste au bord des arbres. Il sortit alors son téléphone et me nota son numéro et me dit calmement: « Si jamais t'as besoin pour quoi que ce soit, n'hésite pas, appelle-moi. Comme si t'appelais un de tes frères. » Ce geste m'avait touché plus que je ne l'aurais cru. Moi qui me sentais déjà si loin de ma famille, si éloigné de tout ce que je connaissais. Je le remerciai sincèrement du fond du cœur. On resta encore un bon moment dehors, à bavarder, à parler de tout et de rien. Puis, au bout d'1 heure environ, Ali me serra la main et repartit tranquillement chez lui, me laissant seul face à la maison et la forêt. C'était mon premier jour dans ce village. Après m'être un peu installé, j'avais décidé de passer un coup de fil à mes parents, histoire de les rassurer. Ma mère décrocha, sa voix me fit du bien. Je lui expliquai que j'étais bien arrivé, que tout s'était bien passé, et que le logement me convenait. Je lui dis aussi que le village, malgré son isolement, avait quelque chose qui me plaisait, même si tout était très différent de ce que je connaissais. La conversation n'avait pas duré très longtemps. La qualité du réseau était très mauvaise. Le téléphone captait à peine. Il fallait parfois lever l'appareil vers le ciel, ou marcher lentement d'un bout à l'autre de la pièce pour trouver un signal. Parfois, ça ne captait pas du tout, même si je me trouvais au point le plus élevé du village. Et pour ce qui est d'Internet, il n'y avait rien, absolument rien. Pas la moindre barre, pas la moindre trace de connexion. On sentait qu'ici, le temps allait s'écouler autrement. Il était environ 23 heures. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Peut-être que c'était simplement l'effet du changement. C'était mon premier jour dans ce village, et je ne m'étais pas encore totalement habitué à l'endroit. La maison elle-même avait quelque chose de froid et de silencieux, et cela ne m'aidait pas. Il n'y avait ni télé, ni radio, ni aucun appareil électronique. Juste moi, mon téléphone, et encore, ce dernier ne captait pas toujours. Parfois une barre, parfois rien du tout. C'était à peine suffisant pour vérifier l'heure. Le temps passait lentement, aux alentours d'1 heure du matin, alors que je sentais mes paupières devenir lourdes. Un bruit soudain me fit sursauter. Cela venait du toit. On aurait dit que les tuiles s'étaient mises à bouger, comme si elles s'entrechoquaient. « Bismillahirrahmanirrahim » dis-je à voix basse, récitant la formule sacrée. Je pris mon téléphone, allumai la torche et sortis inspecter. J'éclairai le toit, rien d'anormal. Pas la moindre trace de mouvement. Tout semblait parfaitement à sa place. À un moment, j'avais pensé à appeler Ali pour lui en parler. Mais à cette heure-ci, je ne voulais pas le déranger pour si peu. Je préférais croire qu'il ne s'agissait d'un coup de vent, juste une rafale qui avait déplacé 1 ou 2 tuiles, pas plus. Je rentrai dans la maison. Je réglai le réveil sur mon téléphone pour ne pas manquer la prière de l'aube. Puis, après avoir pris mes ablutions, je restai un moment à réciter le Coran. Ma voix résonnait légèrement dans le silence de la pièce. Cela m'apaisa. Peu à peu, je me laissai aller au sommeil et fermai les yeux pendant quelques heures. Je me levai à l'aube. Il faisait encore sombre. Je pris la direction de la mosquée. C'était une petite mosquée. Comme il n'y avait personne pour s'occuper de l'appel à la prière, cette tâche me revenait également. Je sortis de chez moi. L'air était frais. J'entrai dans la mosquée. De là, on avait une vue dégagée de la maison que j'occupais. À travers la fenêtre de la salle de prière, je pouvais apercevoir l'intérieur, ou du moins une partie. À un moment, quelque chose attira mon attention. Un mouvement, un léger déplacement, quelque chose d'à peine perceptible. Je me rapprochai instinctivement de la fenêtre pour mieux voir. Il me sembla que quelqu'un s'était déplacé dans la maison. Mais en scrutant plus attentivement, je constatais qu'il n'y avait personne. Rien ne bougeait. Je me dis que la fatigue devait jouer avec mes nerfs, que mes yeux me trompaient. Une poignée de fidèles arrivèrent, 5 ou 6 au plus. La prière se déroula dans le calme. Chacun repartit ensuite chez lui, et je fis de même. Je fermai la porte de la mosquée derrière moi lentement. Une fois rentré, je tombai de sommeil. Je n'avais pas dormi beaucoup cette nuit-là, et la fatigue m'écrasa dès que ma tête toucha l'oreiller. Je me réveillai environ 1 heure avant la prière du midi. N'ayant rien de particulier à faire, je décidai de me rendre au café du village. J'avais un petit creux. Alors je commandai un thé bien chaud, accompagné de quelques gâteaux secs.
Le moment était simple, mais agréable. Ensuite, je repris le chemin de la mosquée pour accomplir la prière. Après la prière, je restais un peu à discuter avec Ali. On commençait à bien se connaître. Une certaine familiarité s'était installée entre nous. Ali était quelqu'un de très poli, toujours posé et très sérieux dans sa manière d'être. Peu à peu, je prenais mes marques. Je me sentais de plus en plus à l'aise dans ce village qui, au départ, m'était complètement inconnu. Mes journées étaient presque toujours les mêmes. Je les passais entre la mosquée et le café. Cela m'occupait jusqu'à la prière du coucher de soleil, Salat al-Maghrib. Je n'avais pas vraiment envie de rentrer chez moi. Il y régnait un silence qui m'oppressait à la fois. Après la prière, je rentrais chez moi. Il devait être aux alentours de 22 heures. L'ennui me reprit. Je n'avais pas envie de rester sans rien faire. Je pris mon téléphone et appelai quelques amis en ville pour tuer le temps. La conversation fut courte. À peine avais-je raccroché que je sursautais. Un bruit sec venait de se produire, comme un tac net contre une des fenêtres. Je n'avais pas eu le temps de réagir, qu'un autre bruit, cette fois sur le toit, se fit entendre. Puis un autre, plus fort encore. Et là, les choses s'enchaînaient rapidement. La maison entière semblait être la cible d'une pluie de pierres. Des chocs venaient de partout, comme si on la caillassait de toutes parts. Mon cœur accéléra violemment. Je courus vers une des fenêtres pour tenter de voir ce qui se passait. Mais il faisait bien trop sombre, je n'apercevais rien. Je pris mon téléphone en tremblant légèrement, composai le numéro d'Ali, et dès qu'il décrocha, je lui lançai. « Ils sont en train de caillasser la maison avec des pierres. Viens vite mon frère. » En un peu moins d'une demi-heure, Ali arriva chez moi. Il n'avait même pas pris le temps de s'habiller correctement. Dès qu'il entra, je lui montrai les pierres que j'avais ramassées. L'une d'elles, grosse comme une pomme, avait traversé une fenêtre et l'avait brisée en 1000 morceaux. On fit le tour de la maison, torche à la main, en inspectant les alentours. Mais tout semblait redevenu calme. Il n'y avait plus personne. Les assaillants avaient visiblement quitté les lieux. Je me tournai vers Ali. « D'après toi, ça peut être qui ?» Il haussa les épaules. « Je sais pas, mon frère. Franchement, la plupart des gens sont vieux ici. Et même ceux qui ne le sont pas dorment sûrement à cette heure-ci. J'ai aucune idée sur qui ça peut être. » Cette nuit-là, Ali décida de rester avec moi jusqu'à la prière de l'aube, juste au cas où les auteurs de cette attaque reviendraient. Ce n'était que mon deuxième jour en tant qu'imam dans ce village, et il m'avait déjà profondément marqué. Le jour suivant, jusqu'à la prière du soir, Salatu al-Isha, les mêmes choses s'étaient répétées, les mêmes heures, les mêmes impressions. J'avais été à deux doigts de demander à Ali de rester chez moi, si la honte ne m'en avait pas empêché au dernier moment. Après la prière, je partis au café. Là-bas, je discutais un peu avec ceux qui étaient présents. J'essayais de faire bonne figure. En réalité, je traînais. Je faisais tout pour rentrer chez moi le plus tard possible. Aucun des villageois ne semblait vouloir sympathiser avec moi. Je finis quand même par rentrer. En approchant de la maison, j'aperçus 2 ou 3 silhouettes qui rôdaient autour. À peine avais-je fait un pas dans leur direction, qu'ils me remarquèrent, puis s'éloignèrent rapidement avant de s'enfoncer dans la forêt sans un mot. Je restai figé quelques secondes, sans trop savoir quoi faire. Puis j'entrai et refermai immédiatement à clé. Assis sur mon lit, j'essayai de réfléchir, de mettre les choses dans l'ordre. Les jets de pierre, les bruits sur le toit, les silhouettes. Ça faisait beaucoup pour un simple 3e jour dans un village. Aux alentours de minuit, j'étais encore éveillé, mais la fatigue l'emporta. Je m'endormis pour la première fois profondément. Environ 1 heure plus tard, je me réveille en sursaut, des bruits de pas sur le toit. Comme la maison était située tout en haut du village, on pouvait facilement accéder au toit depuis l'arrière, là où la forêt formait une pente. C'étaient des bruits de pas. Pas un seul, mais plusieurs. Comme si plusieurs personnes marchaient en même temps là-haut, puis s'arrêtèrent soudainement. Je n'osais pas sortir. J'étais paralysé. J'appelais la gendarmerie et j'appelais Ali. C'était la seule personne à qui je pouvais parler ici. Je m'étais enfermé dans la chambre à clé. J'attendis. Quand ils arrivèrent, j'ouvris la porte. On inspecta chaque recoin. Le toit, les alentours, jusqu'à la lisière de la forêt. Aucune trace. Il faisait trop sombre. Seulement des empreintes d'animaux que personne n'arrivait à identifier. Tout était flou dans ma tête. Au matin, la décision était claire. Je voulais partir. Cette mission, ce village, les gens, plus rien n'avait de valeur à mes yeux. Selon Ali et son père, oncle Hamid, personne n'aurait pu s'en prendre à moi. Pourtant, au fond de moi,
Un véritable chaos régnait. J'avais longuement discuté avec Ali et oncle Hamid, et malgré mes doutes, ils avaient réussi à me convaincre de rester au village. Ali s'était même proposé de passer quelques jours chez moi pour surveiller ensemble, guetter les intrus. Les premiers jours se passèrent sans encombre, presque comme si rien ne s'était produit. Mais le 5e jour, Ali dut partir en urgence en ville, me laissant de nouveau seul face à mes angoisses. Ce soir-là, je ne trouvais pas le sommeil. Allongé sur mon lit, je regardais la pièce sombre et la fenêtre ouverte. La maison étant perchée en hauteur, j'avais pris l'habitude de laisser les rideaux écartés sans crainte, car il n'y avait aucun voisin à proximité. Mes paupières se fermaient peu à peu, quand soudain, un bruit de tapotement régulier sur la vitre me fit sursauter et rouvrir les yeux. Puis une voix chuchota, ou plutôt appela « Imam, Imam ». Au début, j'imaginais un enfant tapoter doucement du bout des doigts. Ils étaient une dizaine, mais mon regard glissa vers les silhouettes plus reculées. Ce n'étaient pas des enfants comme les autres. Ils étaient difformes, trapus, mesuraient à peine 1,50 m, avec des bras anormalement longs qui descendaient jusqu'aux genoux. Celui qui était devant la fenêtre me regarda et me sourit, dévoilant une bouche pleine de dents pointues et menaçantes. Il n'était clairement pas humain. Tous portaient des capes sombres qui leur couvraient la tête. Celui qui se tenait devant la fenêtre prit la parole d'une voix grave. « Jeune imam, tu cherches à comprendre. Alors suis-nous et regarde ce que d'autres ont refusé de voir. » Je tentais de réciter des prières protectrices, mais mon esprit était comme paralysé et mes lèvres muettes. Une lourde pression m'oppressait la poitrine. Je voulais hurler, crier de toutes mes forces, mais aucun son ne sortait. Puis un cri aigu, suivi d'un grondement grave jaillir de ma gorge. Je poussai ce hurlement désespéré. Enfin, je repris possession de mon corps, me redressai de mon lit et regardai machinalement l'horloge au mur. Il était environ 3 heures du matin. Je m'étais réveillé en sueur, le cœur battant, sorti de ce cauchemar vivant. Je fis mes ablutions et récitai lentement le Coran. L'apaisement revint peu à peu, mais le sommeil m'avait fui. Je réfléchissais, fixant le plafond à tout ce que j'avais vécu depuis mon arrivée dans ce village étrange. Juste au moment où je croyais que tout était rentré dans l'ordre, et que ceux qui me voulaient du mal avaient finalement accepté ma présence, la maison fut à nouveau caillassée. Cette fois, les pierres étaient suivies de rires glacial, résonnant dans la nuit comme un avertissement. Je ne me sentais plus en paix dans ce village, ni en sécurité. Les paroles d'Ali et d'oncle Hamid me revinrent à l'esprit. Même si Ali était quelqu'un de bien, qu'il était resté à mes côtés pendant 5 jours, son absence, suivie de jets de pierre, n'était plus anodine. J'étais persuadé qu'au moins une partie du village ne voulait pas de moi ici. Et plus encore, j'avais cette impression sourde que les villageois me cachaient quelque chose. Je n'étais pas à ma place, je le sentais. Je ramassais mes affaires sans prévenir ni Ali ni oncle Hamid. J'avais pris la décision de quitter le village sans attendre la prière du Fajr, celle de l'aube. Je laissai un mot sur la porte de la mosquée. Qu'Allah vous garde. Un autre guidera vos prières, Inch'Allah. Je retournai chez moi en ville, très affecté, le cœur brisé, avec un sentiment de rejet, d'hypocrisie de la part des villageois et d'échec personnel. Le 2e jour, alors que j'étais sur le point de remettre ma démission, mon téléphone sonna. C'était Ali. Il prit de mes nouvelles, et je fis de même, sans qu'aucun de nous ne revienne sur les raisons de mon départ. Il me dit simplement qu'il respectait ma décision, puis me demanda mon adresse pour me faire suivre un courrier qui m'était destiné et qui avait été déposé sur la porte de ma maison. Je le remerciai pour son appel. J'étais surpris. Quelques jours plus tard, je la reçus. Elle était doublement enveloppée. Une première fois dans celle d'Ali, et une seconde dans une enveloppe vierge, faite d'un papier jauni étrange, ni lisse ni rugueux. Il y avait au-dessus des signes tracés. Ce n'étaient ni des dessins ni des lettres. En lisant, j'avais l'impression que les lettres bougeaient lentement. L'encre semblait fraîche malgré l'ancienneté du papier. Par moments, elle formait même des gouttelettes. Voici ce que contenait la lettre. « Jeune imam, tu sais au fond de toi qui nous sommes. Si jamais tu cherches où sont passés tes confrères, et que ton chemin te mène là où nous habitons, viens. Viens nous rendre visite. Nous t'accueillerons en présence de notre roi, Tarmalouk, et tu connaîtras le même destin que tes prédécesseurs,
Après avoir lu cette lettre, je repensais à tout ce que j'avais vécu au village. Je croyais que c'étaient les villageois eux-mêmes qui chaque nuit me montraient des signes d'hostilité. Les jets de pierre sur la maison, les bruits sur le toit. Mais les villageois ne m'avaient rien dit sur les anciens imams, ni sur ce que cachait ce village. Je prenais leur silence pour de l'hypocrisie. Mais c'était peut-être une forme de protection. Peut-être qu'ils ne voulaient pas m'effrayer. Ce que j'avais pris pour des gestes humains étaient ceux des djinns. Quant à ce que j'ai découvert ensuite, cela appartient à une autre histoire. Une histoire que peut-être je raconterai un jour. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains épisodes. Si cette histoire vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir ou laisser un commentaire pour me faire part de votre ressenti. Prenez soin de vous les amis, et à la prochaine.